D'abord, merci pour cette invitation. Je retrouve mon ami Sigmar Gabriel avec beaucoup de plaisir. Et je suis en Grèce, un pays pour lequel j'ai une affection particulière. Je vais donc introduire sur l'idée que l'Europe est à la fois sortie affaiblie par la crise sanitaire, mais qu'elle a été capable néanmoins de trouver en elle-même une capacité de réaction. Elle est d'abord sortie affaiblie de la crise, les chiffres ont été donnés, c'est en Europe que la récession est la plus forte par rapport aux autres zones géographiques de la planète. Mais plus gravement, les opinions publiques européennes ont découvert que l'Europe était mal préparée pour faire face à des pandémies, alors même que l'Asie avait, sans doute par expérience, montré une plus grande vigilance et une plus grande adaptation à la crise sanitaire. La deuxième surprise que les opinions publiques ont rencontrée, c'est le fait que l'Union européenne n'a pas parmi ses compétences la santé. Et qu'en l'occurrence, il n'y avait pas de politique coordonnée en matière de prévention d'une crise sanitaire. Pas davantage, il n'y avait pas de recherche commune sur des vaccins ou sur des traitements, pas davantage sur des tests ou des masques, et que l'Europe était, si je puis dire, dépourvue face à cette menace d'une pandémie et cette réalité d'une crise. Nous avons eu aussi des réactions qui, en fait, ont été très nationales par rapport à la pandémie, avec le rétablissement des frontières, ce qui est une entorse très grave aux règles de libre circulation prévues par les traités. Certes, c'est une exception qui a été utilisée à juste titre, puisque les pays peuvent, pour des raisons majeures, rétablir les frontières. Mais en l'occurrence, ça a été jugé par les opinions publiques plus efficace qu'une coordination par une autorité européenne. Nous avons eu également comme disparité des pays qui se sont confinés totalement, d'autres partiellement, l'Allemagne, d'autres pas du tout, comme la Suède. Nous avons eu aussi des pays européens qui ont utilisé la crise sanitaire pour priver de liberté leur population, voire même leur opposition. Hongrie, Pologne notamment, sans sanction réelle de la part des autorités européennes. J'ajoute à ce constat déjà sévère que l'Union européenne a mis du temps pour prendre la mesure de la pandémie, alors même qu'il y avait des indices qui pouvaient établir que la contagion serait mondiale, et même du temps pour trouver des réponses appropriées sur le plan économique et financier à la gravité de la crise qui s'annonçait. Des semaines, peut-être même des mois ont été perdus. Il coûte cher ces mois en termes d'emploi et d'activité, puisque nous affrontons une des plus graves récessions depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ces retards coûtent cher aussi politiquement par rapport au jugement sur l'efficacité comparée des régimes démocratiques ou des régimes autoritaires. Et il en est, y compris en Europe, qui considèrent que les régimes autoritaires sont plus appropriés, plus adaptés, plus efficaces pour lutter contre des crises que les régimes démocratiques. Ce qui, pour l'Europe, est un défi tout à fait majeur, puisque l'Europe est fondée principalement sur la supériorité de la démocratie sur toute autre organisation de société. Les divisions sont apparues à cette occasion-là, et nous avons aujourd'hui 3 Europes au sein de l'Union. Une Europe de l'Est qui considère que c'est autour de l'identité nationale qu'il faut construire l'avenir, tout en restant dans l'Union européenne pour en tirer avantage. Une Europe du Nord
qui est devenue plus frileuse, moins solidaire, et puis une Europe du Sud qui est considérée comme plus frugale, plus légère, et souvent plus en difficulté par rapport aux crises successives. Et au milieu, l'Allemagne qui fait la synthèse entre ces trois Europes comme elle peut, c'est-à-dire de moins en moins bien. Alors, néanmoins, je l'ai dit, l'Europe a pu marquer, y compris dans cette crise, une capacité de réaction. D'abord, la Banque centrale européenne a continué à approvisionner les marchés en liquidités et permis que les taux d'intérêt restent à un niveau très faible, autour de 0, et même ici en Grèce, autour de 1 ou 2%. Deuxième réaction tout à fait précieuse et innovante, c'est l'autorisation qui a été donnée à la Commission européenne suite à un accord franco-allemand de pouvoir emprunter et de pouvoir utiliser le produit de cet emprunt pour à la fois le reverser en termes de dons à des pays, de dotations budgétaires, et de l'autre, de pouvoir prêter à des taux préférentiels aux pays les plus en difficulté. Ce qui fait que, pour la première fois depuis longtemps, l'esprit de solidarité l'a emporté sur l'égoïsme national, et il y aura des transferts aux États les plus impactés par la crise. Le plan de relance européen est donc une innovation majeure issue de la crise, et ce qui ne semblait plus ou ne semblait pas possible hier est devenu réalité aujourd'hui. Donc il y a eu aussi, malgré les divisions que j'ai indiquées, un effort de cohésion. Cette cohésion reste fragile, mais néanmoins elle tient. Et tout à l'heure, dans la discussion que nous aurons, cette cohésion a été maintenue, y compris face au Brexit, c'est-à-dire face au Royaume-Uni, et il y a, de ce point de vue, une voix unique qui s'exprime, en l'occurrence par Michel Barnier, pour la négociation. Je veux conclure en disant que pour l'Europe, si la cohésion a fini par avoir le dernier mot, les divisions restent profondes, ce qui peut à terme mettre en cause l'idée même de l'Union européenne. Les divisions restent profondes sur au moins 5 sujets. Le premier, c'est la relation transatlantique, c'est-à-dire le rapport aux États-Unis et la question de l'Europe de la défense. Il y a des pays en Europe qui considèrent que ce sont encore les États-Unis qui leur assurent la protection. Il y en a d'autres qui ont compris qu'il y a un mouvement irréversible qui va bien au-delà de savoir si c'est Trump ou Biden qui gagnera, un mouvement irréversible qui inscrit les États-Unis aujourd'hui dans un retrait par rapport à la protection de l'Europe. Mais faut-il en tirer les conclusions? Et pour l'instant, l'Europe de la défense n'a pas véritablement progressé. Le deuxième sujet de friction, voire de division, c'est l'immigration et l'accueil des réfugiés. On en a un exemple en ce moment par rapport au camp de Lesbos. On voit bien la difficulté d'assurer une répartition des réfugiés. Et des pays s'y refusent absolument. Je l'avais vécu comme président de la République au Conseil européen, où nous avions face, c'était en 2015, à l'afflux de réfugiés, des pays qui prenaient leurs responsabilités, l'Allemagne en particulier, la France d'une autre façon, et d'autres qui refusaient qu'il y ait le moindre accueil de réfugiés sur leur propre territoire. Cette attitude n'a pas changé, et s'il devait y avoir de nouveau des arrivées massives de migrants, nous aurions la même impasse. Le troisième sujet de division, c'est la relation avec la Russie. Vladimir Poutine a engagé depuis longtemps un rapport de force avec l'Occident. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé en Ukraine, mais il y a eu après l'intervention militaire russe en Syrie, en Libye, et aujourd'hui la question
de la Biélorussie, et je n'oublie pas l'empoisonnement d'un opposant. La logique voudrait que le régime des sanctions soit renforcé et qu'un certain nombre de concessions soient faites pour revenir sur des infrastructures qui avaient été prévues en lien avec la Russie, Nord Stream en particulier. Des pays y sont favorables, d'autres s'y refusent. Des pays ont très peur de la Russie, on peut les comprendre, d'autres commercent avec la Russie, la France en particulier. Donc nous avons là un point majeur pour la cohésion de l'Europe, le rapport avec un voisin puissant et qui a des visées aujourd'hui impériales. Ce que je dis pour la Russie vaut également pour la Turquie. Là encore, nous voyons bien ce que fait le président Erdogan en Syrie, en Libye, en Méditerranée. De ce point de vue, il y a un parallélisme tout à fait évident dans les stratégies impériales de la Turquie et de la Russie. C'est une vieille histoire, et l'histoire peut quelquefois se répéter. En tout cas, elle se prolonge. Et donc, là encore, le comportement d'Erdogan pourrait justifier des sanctions, d'autant qu'Erdogan est, enfin son pays, la Turquie, est membre de l'OTAN, mais il y a des pays qui préfèrent que nous restions au dialogue et d'autres qui voudraient des sanctions. Là encore, la géographie permet de comprendre les positions des uns et des autres. Enfin, le dernier sujet de tension reste la solidarité budgétaire et l'harmonisation fiscale. Certes, des progrès ont été accomplis en matière de solidarité budgétaire, mais sur l'harmonisation fiscale, on voit bien que les Européens divergent. On l'a perçu sur la question des GAFA, on le voit aussi sur la question d'un impôt minimal sur les sociétés. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question majeure de la solidarité budgétaire et de l'harmonisation fiscale, y compris pour financer l'emprunt qui vient d'être lancé, nous resterons dans une Europe relativement impuissante. Donc là, et je conclus là-dessus, la grande question qui est posée aux Européens, c'est de savoir si ils en restent à 27, peut-être demain à 28 ou à 30. Ce n'est pas d'ailleurs une question simplement d'élargissement qui est en cause, de taille. Est-ce qu'ils en restent à cette grande union qui a quand même accompli des progrès, qui a permis à des pays de sortir de ce qu'était le totalitarisme et d'accéder à des libertés et de créer un grand marché et aussi une monnaie stable et forte? Ou est-ce qu'à l'intérieur de l'Europe des 27, il ne se constitue pas, et c'est ma position depuis longtemps, une Europe à quelques pays, la France et l'Allemagne en étant le socle, pour aller beaucoup plus loin en matière d'écologie, en matière d'harmonisation fiscale, en matière d'Europe de la défense, de manière à ce que nous ne soyons pas entravés par la règle en définitive de l'unanimité qui fait que l'Europe à 27 met beaucoup plus de temps que toute autre autorité pour prendre des décisions fondamentales sur son avenir. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous poser une question avant de passer à M. Gabriel? Sur la France, vous avez parlé de cette Europe divisée en trois et l'Allemagne qui essaie de faire les liens entre ces trois Europes. Quel est le rôle de la France et est-ce que la France joue son rôle bien dans cette crise? Je pense que la France a, depuis plusieurs années, compris que seule elle pouvait prendre des initiatives, mais elle ne pouvait pas régler seule les problèmes. Et donc, l'accord avec l'Allemagne est une condition indispensable pour faire avancer l'Europe. Ça ne veut pas dire que la France ne pourrait pas faire entendre sa voix. Elle l'a fait entendre encore sur la question de la Méditerranée ou sur la question de la solidarité budgétaire. Mais elle doit s'appuyer sur une relation très forte avec l'Allemagne. Deuxièmement, la France doit expliquer aux Européens, je l'ai fait tant que j'ai pu, que leur sécurité dépend non pas simplement de leur relation avec les États-Unis, mais du règlement des conflits autour de l'Europe.
Penser que l'Europe peut vivre dans une espèce de tour d'ivoire et qu'elle n'est pas concernée par ce qui se passe en Syrie, au Mali ou en Libye est une vue de l'esprit. Il y avait des collègues au Conseil européen dans les années 2013-2014, quand je leur parlais de ce qui se passait en Syrie, qui pensaient que ce n'était pas le problème de l'Europe. Et ça l'est devenu avec la question des réfugiés. Donc le rôle de la France, qui est un pays qui a vocation à parler fort dans le monde, c'est de faire comprendre à l'Europe que ce n'est pas la France qui veut imposer sa ligne de conduite en matière de défense, mais que c'est la France qui peut servir de vigie par rapport à ce qui se passe dans le monde. Enfin, je pense que Sigmar et moi-même, nous y avons travaillé. Nous avons pu, et ce n'a pas été simple, notamment au moment de la crise grecque, faire comprendre à des pays qui étaient les plus récalcitrants que si l'on lâchait un pays, c'est nous-mêmes qui nous perdions. Et que donc, la cohésion de la zone euro, la solidité de la zone euro, dépend aussi de la solidarité entre les pays européens. Et c'est ce que je crois, le message que la France doit continuer de porter.